Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Le premier de ces 4 livres, c'est le tome 5 de la série Rebecca Keane, sorti aux éditions J'ai lu et écrit par Cassandra O'Donnell. Donc ce tome-ci s'intitule L'Armée des âmes. C'est une série d'urban fantasy que j'apprécie beaucoup. Ce livre-ci est sorti, si je ne m'abuse, en début 2014, il me semble, voilà c'est ça. Et je peux enfin dire que je suis à jour dans une de mes séries, c'est suffisamment rare pour que je puisse vous le spécifier. Lorsque j'ai demandé à l'auteur quand est-ce qu'on pourrait espérer avoir le tome 6 en notre possession, elle m'a dit qu'il n'y avait à ce jour aucune date de sortie prévue, ou du moins rendue publique. La simple et bonne raison qu'elle s'est concentrée cette année au cycle 1 de sa trilogie pour la jeunesse intitulée Malenfer. Donc voilà, à ce jour on ne sait pas quand est-ce que le prochain tome sortira. Ça ne m'a pas empêché de passer un très bon moment de lecture en compagnie de Rebecca, puisque ce livre est un coup de cœur. C'est un univers que j'apprécie retrouver à chaque fois. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rebecca Keane est une assaïm, c'est-à-dire qu'elle a une espèce de statut qui lui confère des pouvoirs de flic, de justicière, de bourreau, ce genre de choses, dans une ville du Vermont au sein de laquelle elle est chargée un petit peu comme ça de faire régner la loi entre les différents clans, des démons, des vampires, des loups-garous, des muteurs, des chamans et des démons. Voilà, je pense que... ah si, j'ai oublié les potionneuses également. Donc vous voyez que c'est assez riche en termes de contexte. Il y a vraiment de quoi faire à chaque fois. Et chacun des tomes, en fait, nous permet de nous concentrer sur un clan en particulier. Ce tome-ci se concentre sur le clan des chamans. Ce n'est pas mon clan préféré, mais pour autant, j'ai trouvé l'intrigue vraiment bien ficelée, je dois dire. Les scènes de crime m'ont vraiment glacé le sang. C'était vraiment très riche en détails, un petit peu sordide. Et Rebecca est une héroïne que j'adore retrouver à chaque fois. Elle a un sens de l'humour vraiment à toute épreuve. Elle me fait mourir de rire et elle se met toujours dans des situations un petit peu inextricables. Donc c'est drôle vraiment à chaque fois. Et ce qui apporte vraiment le gros plus à ce livre, ce qui a fait, je pense, passer ce livre du stade de très bonne lecture au stade de coup de cœur, c'est la présence d'un nouveau personnage que j'espère retrouver par la suite, parce que vraiment ça valait le détour. Ce que j'ai énormément apprécié également, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur les origines de Rebecca, qui est moitié démon, moitié vicaris. Donc les vicaris, ce sont des sorcières de guerre. Je trouvais que justement c'était quelque chose qui manquait au tome précédent. J'étais très intéressée par le personnage de Rebecca, je voulais en savoir plus sur elle et à chaque fois je restais un petit peu sur ma faim. Et bah là vraiment ça a été l'inverse, on a eu de grosses révélations et ça m'a énormément plu. Maintenant, que vous dire, mis à part que si vous ne connaissez pas cette série, je ne peux que vous la conseiller, vraiment foncez, ayez la curiosité de lire cette saga. Et puis, il me reste plus qu'à attendre le tome 6. Alors je fais partie des personnes qui prennent du plaisir à relire leurs livres pour peu que la première lecture ait été plaisante, bien entendu. Depuis le début de l'année, je commence à relire La Cité des Ténèbres. J'ai relu le tome 1, j'ai relu le tome 2 et je viens de relire le tome 3, sachant que je me suis arrêtée là. Je n'ai jamais lu les tomes 4, 5 et 6, donc pour moi la suite sera une véritable découverte. Je lui ai mis la note de 5 sur 5. Ce n'est pas un coup de cœur parce que je pense que voilà, il n'y avait plus l'élément de surprise qu'apporte la première lecture, mais ça a été indubitablement une très bonne lecture. Donc ce livre est écrit par Cassandra Clare et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Pour la petite histoire, on va suivre un groupe d'adolescents chasseurs d'ombre. Donc des chasseurs d'ombre, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui luttent contre toutes les manifestations démoniaques et ils sont des descendants des anges, donc ils possèdent des poignards séraphiques. Ils peuvent se graver des runes sur le corps qui ressemblent un petit peu à des tatouages qui leur confèrent de la protection, du pouvoir supplémentaire, ce genre de choses. Et puis c'est surtout une histoire sur la quête des origines, l'identité. Les personnages sont de plus en plus aboutis, si vous voulez. Quand je compare avec le tome 1, je trouve qu'ils ont tous pris de l'ampleur, ils ont tous évolué d'une manière positive, ils sont tous de plus en plus intéressants. Et j'ai donc pris beaucoup de plaisir à les suivre pour cette aventure une fois de plus. D'autant que ce qui m'a vraiment plu et intéressé dans ce livre-là, c'est qu'on a quitté le contexte de la ville de New York pour celui d'Idris, qui est un petit peu le fief de tous les chasseurs d'ombre. Donc voilà, toujours Jace et Clary, se chercher, se questionner, se demander si ce qu'ils font c'est bien ou c'est mal. Voilà, ils sont frères et sœurs, ils sont amoureux l'un de l'autre.
et ce petit côté un petit peu interdit, un petit peu incestueux, c'est aussi ça qui rend ce livre intéressant. Voilà, on se dit qu'ils n'ont pas le droit d'être amoureux, mais en même temps ils sont tellement touchants qu'on leur veut que du bien et on a envie que ça aboutisse sur quelque chose. Donc c'est vraiment paradoxal et hyper addictif en fait. On a vraiment un lot de révélations énormes dans ce livre, on a des révélations presque à chaque page, c'est ça qui est vraiment jouissif. Alors une fois de plus, j'ai pas été étonnée puisqu'il s'agit d'une relecture, mais j'avais quand même oublié certains éléments puisque ça fait quand même quelques années que j'avais pas lu ce tome 3. Et puis ce qui m'a énormément plu, c'est qu'on a une vraie fin, non pas une fin qui est expédiée en 2 pages et demie, mais l'auteur prend bien la peine de poser son contexte, d'insérer quelques petites répliques plaisantes, avec une belle scène finale. Vraiment c'était très très bien, puisque pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une série de 6 tomes, mais à l'intérieur de ces 6 tomes, on a 2 trilogies. On aurait pu s'arrêter là, certes il y avait quelques zones d'ombre, mais pas non plus... voilà, on n'est pas non plus laissé en plein suspense, on va dire. Mais bien entendu, le fait de savoir qu'il y a encore 3 tomes derrière, je me demande ce que l'auteur a pu en faire, et bien entendu je suis hyper impatiente maintenant de me plonger dans le 4e tome. J'ai ensuite lu un livre que je tenais vraiment à garder pour le mois d'octobre parce que pour moi c'était vraiment un livre qui se prêtait à merveille avec cette époque de l'année. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Riggs, donc le tome 1, publié aux éditions Bayard Jeunesse, et j'ai lu ce livre-là en lecture commune avec Amélie, donc Mélie pour les intimes. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Le livre est vraiment de toute beauté, je l'avais acheté en début d'année et je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivaient à cette époque-là, je vous expliquais que ce livre exerçait sur moi une espèce de phénomène d'attraction-répulsion, c'est-à-dire que j'avais très envie de le lire tout en me demandant si ce qui allait être à l'intérieur allait me plaire ou pas. L'auteur a réalisé un travail iconographique vraiment très poussé pour les besoins de son livre. On a énormément de doubles pages comme ça avec des photos, sachant qu'à la fin il est écrit un petit mot à l'adresse de son lectorat en précisant que ces photos n'ont pour la plupart pas été retouchées et que si parfois ça a été le cas, c'est extrêmement léger. Il y a parfois des photos assez dérangeantes et le fait de se dire qu'elles n'ont peut-être pas été retouchées, c'est assez perturbant en fait. En tout cas, le travail éditorial est vraiment très soigné. Je vais vous montrer les débuts de chapitres qui se présentent comme ça. Voilà, c'est vraiment un objet livre de toute beauté que je suis très contente d'avoir dans ma bibliothèque. J'ai mis la note de 4 sur 5 à ce livre. Je vais essayer de vous expliquer l'histoire en quelques mots. C'est l'histoire de Jacob, un jeune homme qui écoute depuis sa plus tendre enfance son grand-père Ab lui raconter des histoires plus saugrenues les unes que les autres. Au départ, il y croyait à ces histoires, il y croyait quand son grand-père lui disait qu'il a été dans un orphelinat peuplé d'enfants particuliers. Plus le temps a passé, moins Jacob a cru aux histoires de son grand-père, surtout quand son grand-père lui parle de monstres un petit peu bizarres comme ça et très dangereux. Jacob a sérieusement de gros doutes. Son grand-père va mourir dans un contexte vraiment dramatique. Et là, Jacob va voir quelque chose et il va se demander si finalement les histoires de son grand-père ne possèdent pas un fond de vérité. À partir de ce moment-là, il va décider de retrouver l'île sur laquelle aurait vécu son grand-père et de retrouver l'orphelinat en question, vérifier si ces histoires sont véridiques ou pas. En tout cas, il pense que ça lui fera le plus grand bien de connaître enfin la vérité. J'ai donc une fois de plus beaucoup aimé cette histoire. Il est vrai que je l'ai préférée à partir du moment où Jacob débarque sur l'île parce que j'ai trouvé que le début souffrait de quelques longueurs. C'était intéressant, mais j'étais pas non plus totalement embarquée. Alors qu'à partir du moment où il est sur l'île, à partir du moment où il trouve le fameux orphelinat, là j'étais complètement embarquée et je suis allée de surprise en surprise parce qu'il y a vraiment des choses que je n'avais pas du tout envisagées. Je m'étais fait une certaine idée dans mon esprit des enfants particuliers et en fait ça n'a pas du tout été le cas et j'ai beaucoup et de loin préféré ce que nous a proposé l'auteur plutôt que ce que moi j'avais pu m'imaginer. On navigue comme ça dans un univers entre passé, présent et fantastique. J'ai trouvé que c'était vraiment un entrelac très intéressant. Le personnage de Jacob m'a vraiment beaucoup touchée parce que c'est un gamin, enfin un gamin, c'est moi qui dis un gamin, mais c'est un ado qui a du mal à faire son deuil et qui souffre. Et ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait concevoir.
et également loyal, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Bref, j'ai vraiment adhéré à la personnalité de ce héros qui nous est proposé dans ce livre. Quant aux enfants particuliers, bien entendu, je ne vais pas vous en dire plus parce que tout l'intérêt de ce livre réside à ça, aux enfants particuliers, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font de spécial en fait. Je pense que vraiment ça vaut le coup de ne pas en savoir plus et de commencer sa lecture comme ça et d'être pris par surprise. C'est tout l'intérêt de ce livre en fait. J'ai bien aimé la fin d'ailleurs et je me demande ce que va nous réserver le tome 2. J'espère qu'il ne sera pas trop répétitif, j'espère qu'il saura nous apporter encore plus de surprises. Quoi qu'il en soit, on verra, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome 1. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est The Revolution of Ivy, le tome 2 de The Book of Ivy, écrit par Amy Angel et sorti aux éditions Lumen. Je remercie d'ailleurs énormément Émilie et la maison d'édition pour l'envoi de ce livre, merci beaucoup. J'avais eu un gros coup de cœur en début d'année quand j'avais découvert le tome 1 et là j'étais plus qu'impatiente de me plonger dans ce tome 2, d'autant qu'il s'agit d'une duologie, donc ça y est, c'est déjà terminé. Je dois vous dire que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. J'ai mis la note de 4 sur 5 à The Revolution of Ivy, donc ce n'est pas un 5 sur 5, ce n'est pas un coup de cœur, ça m'a beaucoup plu quand même, mais je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi, à mes yeux, il est légèrement en dessous du premier tome, tout en restant une très bonne lecture. Au niveau de l'histoire, pour rappel, dans le tome 1, on suivait Ivy qui devait épouser de gré ou de force, mais plutôt de force en l'occurrence, le fils d'un ennemi à sa famille, puisqu'on était dans une ville où il y avait toujours des mariages arrangés. Donc elle n'avait pas d'autre choix que d'épouser Bishop, mais son père et sa sœur l'avaient entraîné depuis sa plus tendre enfance à essayer de tuer Bishop une fois qu'elle se serait mariée avec lui. Donc son destin c'était ça, l'épouser et le tuer. Au début de ce livre, on retrouve Ivy seule, livrée à elle-même, en pleine nature. Donc je m'attendais à ce qu'elle reste seule un petit moment et à ce que parfois ce soit longuet, et effectivement ça s'est confirmé. J'ai bien aimé la voir se débrouiller, j'ai bien aimé la voir lutter face à des dangers qui ont pris plusieurs formes. Mais voilà, il y a eu quelques petits passages à vide, je me suis dit ok c'est bien gentil tout ça, mais moi je veux de l'action, je veux que ça démarre vraiment. Et quand ça démarre, il y a au moins une bonne centaine de pages qui est déjà passée. Donc j'étais plus qu'impatiente d'être vraiment prise dans le vif du sujet. Et ça a commencé quand elle fait la rencontre de nouveaux personnages qu'on n'a pas croisés dans le tome 1. Je me suis longtemps demandé ce que j'allais penser de ces personnages. J'étais un peu comme Ivy, c'est-à-dire méfiante, sur la réserve, à savoir, voilà, qu'est-ce qu'ils lui veulent. Et puis au final, j'ai été complètement convaincue par ces deux personnages. Je vous en parlerai pas plus, je vous dirai pas qui sont-ils ni d'où viennent-ils, mais ce sont deux personnages différents, très différents l'un de l'autre, mais qui m'ont complètement convaincue. Au bout d'un moment on retrouve Bishop et là voilà, ça a été feu d'artifice dans mon cœur. Bishop c'est mon chouchou en fait, c'est mon book boyfriend, vous voyez. Il est idéal, c'est l'homme idéal ce type. J'ai été prise complètement dans cette intrigue. Ce que j'aurais à reprocher à ce livre, comme je vous le disais un petit peu au début, c'est le rythme. C'est-à-dire que, encore une fois, vers le début, on a des longueurs et à la fin, tout se précipite et en quelques pages, ça y est, on a le dénouement, c'est résolu, c'est comme ci, c'est comme ça et ça se termine comme ça. Voilà. Moi, j'aurais aimé que ce soit plus linéaire dans le rythme, avec certes une accélération à la fin, mais pas une accélération de dingue là, parce qu'on a l'impression qu'en fait, on n'a rien vu passer et ça y est, c'est fini. Donc c'était un petit peu dommage. Néanmoins, la fin réserve quelques surprises, des choses assez horribles que j'aurais jamais imaginées. La fin c'est ça. La fin, je me la serais pas imaginée autrement. La richesse de cette duologie, ce qui fait vraiment de ce livre et de cette duologie quelque chose qu'il faut vraiment découvrir, c'est les personnages. Et les personnages, oh, ils sont hyper bien traités, hyper bien exploités, ils sont vivants en fait. J'ai presque envie de vous dire ça, ces personnages sont vivants et c'est hyper intéressant. Donc voilà, pas un coup de cœur pour moi, mais une très bonne lecture. Je suis absolument ravie d'avoir le point final de cette histoire. Et puis pour une fois qu'on n'a pas une série qui s'étale en longueur sur je ne sais combien de tomes, là au moins c'est court, c'est clair, c'est concis. Ça se termine comme on veut que ça se termine. Et puis si vous ne connaissez pas vraiment, mais lisez-le quoi. Au moins ne serait-ce que pour le premier tome, lisez-le. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si d'autres vous tentent.
Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!